Vous êtes bloqué dans un projet trop complexe? La concept map peut être un outil très utile. On découvre ses use cases et quelques tips pour en tirer plein profit. Parlons. Parlons Design saison 8 est sponsorisé par User Testing, le leader mondial du test utilisateur à distance. Facile à prendre en main et complet, c'est l'outil qu'il vous faut pour vraiment comprendre vos utilisateurs. Salut, c'est Romain Bachna, bienvenue dans Parlons Design pour parler de l'outil de la concept map, qui est rien de plus qu'un mapping des concepts et de leurs interactions entre eux, mais on va voir, il y a pas mal de nuances, pas mal de cas d'usage qui peuvent être intéressants et des astuces qui permettent de donner de la puissance à cet outil-là. Clairement, son objectif, ça va être de dénouer une situation complexe et d'anticiper les différents edge cases, les différents scénarios qui peuvent se passer autour d'un même concept. Finalement, transformer sa réflexion interne en quelque chose de clair, posé sur papier, qui nous assure qu'on a bien tout compris, qu'on a bien tout pris en question et qui va nous permettre derrière d'avancer sur les prochaines étapes. Ça va servir dans principalement 3 cas, quand on va devoir se plonger dans un nouveau projet complexe, soit avec beaucoup d'acteurs, soit avec beaucoup d'éléments techniques, soit avec beaucoup d'interactions différentes, soit dans un domaine purement nouveau. Ça va aussi permettre de partager une compréhension un petit peu avancée d'un problème avec des utilisateurs plus novices, plutôt là dans une pratique d'enseignement, ou en tout cas de partage de la connaissance. Et enfin, ça va permettre dans des sujets un petit peu bourbiers de faire un pas de recul pour se ramener sur l'essentiel de quel est le fonctionnement un petit peu générique de la chose sur laquelle je suis en train de travailler. Donc, c'est vraiment des cas qu'on va retrouver assez régulièrement dans le product design sur des produits B2B un petit peu avancés, sur des produits techniques ou juste sur des produits avec de fortes spécificités ou de multiples parties prenantes, on va dire. Donc, allons tout de suite dans le concret, hein, c'est le but de cet épisode, un petit guide pratique ensemble. Une concept map, ça va ressembler à quoi pour répondre à ces cas d'usage? Une concept map, tout bêtement, c'est un graphique avec 2 éléments, des nœuds et des flèches. Un nœud, ça représente un élément, un concept, qu'on va souvent représenter par un nom, et un lien, une flèche, ça va représenter des relations entre ces différents nœuds, donc ces différents éléments concepts, et on va souvent représenter, labelliser cette flèche avec un verbe. Si on prend des exemples très concrets et qui peuvent correspondre à notre vie, à notre travail de designer, on travaille sur un assistant IA, on va avoir 2 nœuds potentiellement, l'utilisateur et le modèle d'intelligence artificielle, et on va avoir des flèches entre les deux. L'utilisateur va envoyer un texte à l'IA, donc la flèche envoi d'un texte. L'utilisateur, autre flèche, va pouvoir envoyer une image à l'IA, deuxième flèche, et l'IA va pouvoir retourner une réponse texte à l'utilisateur. Voilà. Et donc là, on a notre graphique très simple avec nos 2 nœuds, nos 2 flèches qui vont de l'utilisateur vers l'IA, un pour l'envoi d'un texte, l'autre pour l'envoi d'une image, et notre flèche de l'IA vers notre utilisateur pour la réponse texte qui est envoyée. On a un concept map d'une interaction entre un utilisateur et un modèle d'intelligence artificielle. Si on prend un processus un petit peu plus compliqué, par exemple l'envoi d'un colis, on va voir très rapidement, on va voir beaucoup plus de nœuds. On va avoir un nœud pour l'acheteur, un nœud pour le vendeur, un nœud pour le transporteur, mais aussi un nœud pour, non pas des personnes humaines cette fois-ci, mais pour des éléments, des concepts qui vont prendre part à cette interaction. Le colis en tant que tel, et peut-être que ce colis, il est lié aussi à une commande en tant que telle. Et donc là, on va pouvoir démultiplier les flèches, qui sont donc les relations, les liens entre ces différents nœuds. L'acheteur va valider une commande, le vendeur va demander au transporteur d'effectuer un transport, le transporteur va prendre le colis, le transporteur va alerter le vendeur qu'il a pris le colis, et le vendeur va alerter l'acheteur que le transporteur a pris le colis. Et là, j'ai pris que certains exemples de relations, mais il en existe encore plus. Et donc, avec cette concept map, en identifiant bien quelles sont les différentes parties prenantes, quels sont les différents concepts qui existent et quelles sont leurs relations, on va pouvoir se créer une cartographie visuelle de la complexité du système
et de l'ensemble de ces interactions. Et voilà, là, on l'a appliqué à 2 processus assez simples, mais ça peut aussi s'utiliser sur des, outils encore plus complexes, comme par exemple le fonctionnement d'une usine, le processus de création de compte avec validation d'identité, et cetera, et cetera, et cetera. En général, sur des process très simples, ça va pas être utile de faire une concept map parce que c'est quelque chose qu'on conceptualise très facilement dans notre tête, mais dès qu'on va arriver sur des concepts, plus compliqués et on le voit, hein, rien que l'envoi d'un colis, il y a beaucoup d'interactions différentes, ça peut être intéressant de poser au propre ce genre de concept map. Mais au final, basiquement, hein, c'est juste un diagramme avec des relations qui sont directionnelles, très important de dire de où à où est-ce que c'est va, et pas juste il y a un lien entre deux éléments, parce qu'il peut y avoir des tonnes de liens différents entre deux éléments. De labelliser également ces relations, parce que comme on l'a vu, pour un simple concept d'un assistant IA, l'utilisateur il peut envoyer un texte, il peut envoyer une image et il peut peut-être faire d'autres interactions. C'est mieux de faire une flèche labellisée pour chaque interaction possible, ça permet de mieux les repérer derrière. Et potentiellement aussi, on va pouvoir inclure dans ces diagrammes de la hiérarchie si c'est nécessaire. Un colis va être lié à une commande et une commande va être liée à un acheteur. C'est quelque chose qui peut transpirer dans une concept map de la représentation de l'envoi d'un colis. Alors, maintenant qu'on a un petit peu, le concept, son utilité en tête, comment on s'y prend si, pour essayer de synthétiser la complexité d'un projet, on veut structurer une concept map? Premièrement, le choix du support, je vous recommande de prendre la chose qui vous contraint le moins et sur lequel vous allez pouvoir coucher vos idées le plus rapidement possible. Par ordre de préférence, je dirais le tableau blanc physique, qui est vraiment l'idéal pour ce genre de concept map. Sinon, le papier avec un crayon si possible effaçable. Sinon, le whiteboard virtuel. Pourquoi dans ce sens-là? Parce qu'on va souvent essayer de drafter très rapidement des petits dessins, des petits pictogrammes qui vont nous permettre de se représenter quel concept est lié à quoi, est lié à qui. Et au tableau, c'est clairement là où on aura, au tableau blanc réel, c'est là où on aura le plus de flexibilité, le plus de rapidité à faire ces petits pictogrammes. Là où sur le whiteboard virtuel, on va souvent avoir ce biais d'aller chercher dans une librairie, aller chercher un truc un peu trop clean et perdre du temps sur quelque chose qui a absolument aucune importance. C'est juste des repères visuels pour vous. Ensuite, une fois qu'on a le support, on va commencer par la première étape qui est de définir ses nœuds. Donc, d'abord, les noms. Quels sont les différents interacteurs? Quels sont les différents personnages, finalement, de mon concept? Personnages, d'ailleurs, qui ne sont pas que des êtres humains, on le rappelle. Et ensuite, on va pouvoir aller, définir les différentes relations entre ces différents nœuds, qui prennent la forme de verbes. Donc on donne toujours un nom à chaque nœud et on qualifie chaque relation par un verbe. Et derrière, vous allez avoir une première version de votre concept map. Il va falloir aller itérer avec les personnes ayant la connaissance du système existant, qui vont pouvoir challenger cette concept map, voir là où sont ses défauts, voir ce qui ne correspond pas à la réalité, vous permettre d'itérer dessus et donc de la rendre plus fiable. Et bien sûr, d'itérer aussi avec les parties prenantes pour le rendre le plus clair possible. Parce que le but de ce genre de map, c'est que ce soit vraiment transparent, ça cristallise tout un paquet de connaissances au sein d'un schéma simple et lisible. Potentiellement aussi, votre schéma initial va être très complexe, alors qu'il peut être raconté de manière plus simple. Et donc là, ça a de la valeur d'itérer tout simplement sur ce concept pour le rendre le plus cohérent possible, le plus simple possible. Un même système peut être représenté de plusieurs façons différentes en fonction de quel point de vue on se place, quel nœud on identifie et quelle structure de relation on autorise. Des fois, on se rend compte que si on interdit de faire telle action, ça va énormément simplifier le système parce que ça va limiter la quantité de edge case ou de choses comme ça très rapidement. Donc, avec cette concept map, on vient structurer l'abstrait, mieux la définir plus clairement et derrière se permettre, une fois qu'on en a une bonne compréhension, de trouver des façons de la simplifier. Alors, quelques astuces bonus pour rendre ces concept maps le plus efficace possible. Je le répète, mais commencez par définir les nœuds. Donc les noms, c'est vraiment le plus facile, le plus efficace. Derrière, il va falloir trouver le bon niveau de précision. C'est pas forcément nécessaire d'être 100% exhaustif dans l'ensemble des relations entre les différents nœuds. Il y en a plein qui sont trop basiques, trop simples, euh, trop intuitifs que tout le monde connaît et qui vont venir polluer très rapidement le schéma.
Donc il faut pas hésiter, à enlever finalement le surplus, qui est juste du bruit et qui vient pas apporter d'informations à vos lecteurs. Enfin, troisième astuce qui est très importante, c'est que si vous lisez un lien d'un nœud à un autre, il faut toujours que ça forme des phrases claires et compréhensibles par tous, sans explication complémentaire. Gardez vraiment en tête qu'une bonne concept map, c'est quelque chose que vous pouvez partager à quelqu'un et qui sera en capacité de comprendre le système, le concept que vous décrivez par lui-même sans aucune explication. Donc, il faut que ce soit des phrases grammaticalement justes, il faut que ce soit des phrases explicites, et il faut pas hésiter à voilà, travailler sur les mots pour s'assurer que ce soit bon. Pas mal d'articles recommandent de limiter, la longueur des verbes, qui sont sur les liens. Moi, je suis pas vraiment d'accord avec ça. Je préfère une phrase trop longue, mais très claire, qu'une phrase raccourcie, histoire que ce soit plus propre, mais qui va créer du doute parmi les lecteurs. Donc voilà, mon petit conseil à moi serait, n'hésitez pas à travailler bien ces phrases, les faire un peu trop longues si nécessaire, mais qui permettent de décrire précisément les relations entre 2 nœuds. Et enfin, la dernière astuce, mais c'est de pas hésiter d'itérer énormément, de faire un premier draft un petit peu dégueu, oublie plein de choses et de refaire une deuxième version en partant de zéro derrière une fois que vous aurez éclairci les idées. C'est pas du tout un livrable, ces concept maps, c'est plutôt un outil de travail, un outil qui permet de structurer votre réflexion. Donc, traitez-le comme tel. Voilà. En conclusion, une concept map, c'est un outil hyper pratique pour mettre à plat une idée, une réflexion. C'est le meilleur moyen finalement d'avancer souvent, hein, sur une réflexion qui bloque un petit peu. C'est de la poser au clair sur un support, qui vous arrange et c'est ça qui va vous permettre de débloquer les questions que vous vous posez et de découvrir ce qui est finalement, bloqué, dans votre réflexion. C'est une méthode qui est hyper générale, hyper adaptable. Là, on parle de product design, mais ça peut fonctionner dans plein de trucs du quotidien. Voilà, il faut pas hésiter à l'utiliser dès que nécessaire sur un support simple, juste pour s'éclaircir ses idées. Bref, j'espère que ce petit épisode assez différent d'habitude, beaucoup plus focus sur une toute petite méthode, vous aura plu, vous aura aidé, peut-être vous aura débloqué dans l'une de vos réflexions. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour nouveaux épisodes de Parlons Design. On se retrouve la semaine prochaine, même vu que c'est un épisode par semaine. Si vous ne voulez pas rater ça, vous pouvez bien sûr vous abonner au podcast et même vous inscrire à Partageons Design, qui est la newsletter gratuite que j'entretiens avec des ressources design sélectionnées à la main parmi les meilleurs articles, vidéos, podcasts que je suis au quotidien. Donc n'hésitez pas, c'est disponible par mail et par Feedly, le lien est en description. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut. Parlons design. Parlons design. Parlons design.